Alors, ce TP, c'est l'étude d'une pile électrochimique et il faut avoir vu le cours de redox pour comprendre quelque chose. Donc, les psys qui sont venus se joindre à nous, vous ne comprendrez pas grand-chose, on le fera plus tard. Vous pouvez vous déconnecter, les psys. Alors, le but de ce TP est de réaliser une pile en assemblant des éléments cuivre-zinc montés en série. Et le but, c'est de réussir à faire plus de 3 volts, puisque c'est la tension qu'il faut pour allumer une LED. Donc, tout le texte avant, normalement, vous l'avez lu. Donc, on va aller directement à l'essentiel. Donc, la pile Daniel, c'est un élément cuivre, une électrode de cuivre ici, avec une solution de cuivre. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu hier. C'est ce qu'on appelle une électrode de première espèce. Et de l'autre côté, vous avez une lame de zinc, une solution de zinc, une autre électrode de première espèce, le pont salin au milieu. Et quand on les assemble, on observe une différence de potentiel sur le voltmètre. Donc, la convention pile, on commence par la borne moins et on écrit toutes les espèces rencontrées. À chaque fois qu'on change de milieu, on met une barre verticale ici. Donc, on commence par la borne moins. Le moins, c'est ici. Ensuite, on rencontre l'électrode de zinc. Puis, on change de milieu, on passe en solution. C'est pour ça qu'on a mis ce trait ici. Donc là, on est dans la solution Zn2+. Puis, le pont salin, ce pont, il est symbolisé par le double trait. Ici, c'est le pont salin. Et de l'autre côté du pont salin, on est en solution. Donc, on a à nouveau Cu2+. On change de milieu, Cu, et ça, c'est la borne plus. Donc, la notation de pile, ça, on peut vous le donner dans un exercice et vous devez redessiner le montage qui est là. Vous devez savoir le redessiner, la borne moins du voltmètre, et vous représentez tous les éléments suivants jusqu'à la borne plus du voltmètre. Voilà. Donc, à chaque électrode, celle de cuivre, vous avez en même temps l'électrode de cuivre Cu qui est la forme réduite et la solution Cu2+. Donc, vous avez le couple Cu2 plus Cu. Donc, le potentiel ici branché au voltmètre, il vérifie la relation de Nernst. Et exactement pareil pour le zinc. Donc, la première question, il fallait calculer la tension à vide théorique d'une pile Daniel qui possède les mêmes concentrations Zn2+ et Cu2+ des deux côtés. Donc, vous avez pour chaque compartiment la relation de Nernst qui peut s'écrire. Donc, on l'écrit pour le premier côté, pour l'électrode de cuivre. Donc, la relation de Nernst, ce qu'on a vu hier, E, ça c'est le potentiel que l'on aurait ici, quand on branche le voltmètre d'un côté, égal à E0, ça c'est une constante caractéristique qu'on vous a donnée dans l'énoncé, plus 0,06, on divise par 2 électrons, puisqu'on a échangé 2 électrons dans le couple, log de la forme oxydée Cu2+, c'est une forme oxydée, une concentration, on le met en haut, et en bas, Cu, c'est un solide, donc son activité, ça fait 1. Donc là, vous avez la relation de Nernst, le potentiel du cuivre. On fait pareil pour avoir le potentiel du zinc. Donc on a exactement la même formule, sauf qu'on change le cuivre par le zinc. Et pour avoir la tension aux bornes du voltmètre d'une pile Daniel, la tension qu'on afficherait ici, il faut faire la différence entre l'électrode positive de cuivre et l'électrode de zinc. Donc si vous faites la différence,
Si vous faites la différence, vous avez le premier potentiel de cuivre ici, moins le deuxième. Alors, comme on vous dit que la solution, elle possède les mêmes concentrations de cuivre ici et de zinc ici, vous allez avoir exactement la même expression pour les deux termes qui sont dans les logs. Et donc, ça va se simplifier. Donc, si vous simplifiez, les logs là, ils sont partis. Il vous reste E0 du cuivre moins E0 du zinc. Et c'est uniquement la différence E0 moins ça fait plus, donc à peu près 1,1 volt. Vous aviez trouvé ça? Vous pouvez me dire oui ou non. C'est pas la peine de mentir. Ah, c'est bien. OK. Et donc, question d'après qui est facile si on a trouvé cette valeur. En déduire la tension à vide quand il y a 3 piles en série. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire et combien on va trouver? 3 piles en série. Voilà, il faut additionner les 3 valeurs. Donc, exactement, ça fait 3,3 volts. Et c'est normal puisque dans l'énoncé au début, la première chose qu'on vous disait, c'était que le but était d'allumer une DEL, diode électroluminescente, la tension de seuil 3 volts, donc il fallait dépasser 3. Donc si on a 3,3, ce sera suffisant pour allumer la diode. Alors quand on le faisait en TP, on ne voyait pas grand-chose, hein. Il fallait vraiment mettre la diode dans le noir et on arrivait à voir une toute petite lueur, mais ça n'aurait pas été suffisant. Ça n'aurait pas été suffisant pour voir, pour pouvoir lire quelque chose, par exemple. Alors, question d'après, électricité. Donc, on vous demandait sur le schéma d'indiquer les polarités des électrodes, donc les bornes qu'il va y avoir ici et là. Donc, comme on a vu que le cuivre, il a un potentiel E0 qui est supérieur à celui du zinc, du coup, ici, au cuivre, on aura la borne plus, et à l'autre, on aura la borne moins. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour brancher, on avait le potentiel du cuivre moins celui du zinc. Donc là, l'explication, le potentiel du cuivre, il est supérieur au potentiel du zinc. Donc le cuivre, c'est la borne plus, et le zinc, c'est la borne moins. Alors ensuite, le sens du courant dans le circuit. Donc ça, vous avez dû le voir en électricité. Le sens du courant dans le circuit, le courant I, il va toujours de la borne plus du générateur à la borne moins en traversant le circuit électrique, le reste du circuit qui n'est pas le générateur. Donc, étant donné que nous, notre pile, c'est tout ce qui est en dessous, tout ce qui est sauf la résistance. Donc, si on doit aller de la borne plus à la borne moins à travers le circuit, c'est on va de là vers là, dans ce sens. Donc, l'intensité, c'est cette flèche-là, elle va du plus vers le moins en traversant la résistance. Et inversement, les électrons, ils sont créés à la borne moins et ils sont attirés par la borne plus. Les électrons, ils sont toujours à l'envers de l'intensité. Donc les électrons, ils sont dans l'autre sens. Et ensuite, la question, on vous demandait quelle était la réaction qui avait lieu à chaque électrode. Donc à chaque électrode, comme il y a des électrons qui vont circuler, les électrons, ils ne peuvent pas passer dans la solution, les électrons ils restent dans les câbles électriques. Donc les électrons, au moment où ils arrivent sur la borne plus, ils peuvent continuer puisque c'est une partie métallique. Et quand ils vont arriver en bas, à la fin de l'électrode, ils ne peuvent pas passer en solution. Donc les électrons, ils vont être obligés de réagir pour disparaître parce qu'ils ne pourraient pas passer en solution.
Donc la réaction qui va avoir lieu ici, c'est les électrons, ils vont être consommés, là ils disparaissent, avec la solution Cu2+, qui est au contact de l'électrode, et ça vous augmente en fait la masse de l'électrode. Donc l'électrode, au début, peut-être elle faisait 10 grammes, et au cours du temps, la masse va augmenter, puisque les ions Cu2+ de la solution, ils vont finir par se déposer sur l'électrode de cuivre. On n'aura pas un dépôt de cuivre au fond du bécher, mais c'est bien l'électrode là, dont la masse va augmenter. Et inversement, je vous ai dit, les électrons, ils sont créés à la borne moins, mais ils ne sont pas créés par magie. Ils sont créés parce que, ici, au niveau de l'électrode dans la solution, il va y avoir la réaction qui crée des électrons. Et la réaction qui crée des électrons, c'est exactement l'inverse de celle du cuivre. C'est la lame de zinc, elle va se détruire petit à petit pour donner des ions Zn2+ qui passent dans la solution. Et les électrons, les deux électrons créés ici, ils vont passer dans le circuit et finalement, ils vont arriver de l'autre côté et ils vont être consommés sur le cuivre pour donner du cuivre solide au détriment de Cu2+. Ça va jusque-là? Vous aviez réussi? Ok. Donc ensuite, on vous demandait d'identifier l'anode et la cathode. Donc je vous avais rappelé la définition d'anode et cathode. L'anode, c'est l'électrode où se produit une oxydation. Et la cathode, c'est l'électrode où se produit une réduction. Donc il fallait utiliser ça et les deux équations qu'on a ici pour répondre c'est quoi l'anode et c'est quoi la cathode. Alors l'oxydation, une réaction d'oxydation, c'est quand on crée une forme oxydée. Ici, vous avez pour le couple Zn2+, Zn, vous avez la forme oxydée Zn2+, à côté des électrons, et la forme réduite Zn. Donc, une oxydation, c'est une réaction qui produit la forme oxydée, qui produit Zn2+. Donc, la réaction d'oxydation, c'est celle qui se produit sur le zinc. Donc, ça, c'est une réaction d'oxydation. Donc, l'anode, c'est l'électrode de zinc. Et la cathode, c'est la réaction où il y a une réduction. On passe de la forme oxydée et on la transforme en forme réduite. Ça, c'est une réaction de réduction. Et donc, la cathode, ça va être l'électrode de cuivre. Alors, je vais vous montrer une petite astuce. Pour une pile, dans ce cas-là, la cathode, regardez, si je remplace le T par un plus, c'est quasiment écrit pareil. Moi, c'est comme ça que je me rappelle. La cathode, c'est le plus. Parce que le T, ça ressemble à un plus. Alors, cette méthode, elle a ses limites, puisque dans le cas d'une électrolyse, la cathode, c'est le moins. Donc, le plus souvent, on demande une pile. La cathode, c'est la borne plus. Mais la seule justification, c'est celle où on écrit les deux réactions ici. Donc là, vous avez deux demi-équations et le fonctionnement de la pile va correspondre à ce qu'on appelle la réaction spontanée dans la pile. En fait, il va falloir faire une combinaison linéaire pour éliminer les électrons. Alors la combinaison linéaire ici, elle est extrêmement simple puisque vous avez le même nombre d'électrons de chaque côté. La combinaison linéaire, il suffit d'ajouter directement les équations. Et quand vous ajoutez les équations, vous supprimez les électrons, ils se simplifient et donc vous avez votre équation là. Donc on additionne les deux côtés
Et ça, c'est l'équation de la réaction qui a lieu dans la pile. Alors, question suivante. Vous allez répondre. Donc, que peut-on en conclure? La constante d'équilibre de la réaction vaut 10 puissance 37, à peu près. Que peut-on en conclure sur cette réaction-là? Ok, la réaction est totale. Merci Elisa. Donc, cette réaction, elle est totale et elle aura lieu jusqu'à épuisement du réactif limitant. Le réactif limitant, c'est soit le zinc, soit les ions Cu2+. On en aura besoin après pour calculer la capacité de la pile, de savoir quel est le réactif limitant. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'une phase solide, l'électrode de zinc, c'est une phase extrêmement condensée. Ça veut dire qu'il y a à peu près 1000 fois plus d'atomes par centimètre cube que dans une solution qui est plus diluée, on va dire. Donc, Cu2+, en phase aqueuse, ça va de ce côté, ça va s'épuiser beaucoup plus vite que une barre de zinc. Même si l'électrode de zinc fait une dizaine de grammes, et là, vous avez 50 millilitres de solution, Cu2+ va s'épuiser avant, parce qu'on a une solution, alors que le solide, en plus un solide métallique, c'est extrêmement dense, et donc il y a beaucoup plus de matière. Ça, on en aura besoin après. Alors, voici la partie manipulation que malheureusement vous avez ratée. Donc, le montage, ici, il s'agissait de mettre 6 béchers en tout. Il y a 3 piles Daniel. À chaque fois, une pile Daniel, c'est un élément cuivre-zinc. Le zinc d'un élément avec une pince croco, on le reliait au cuivre du bécher d'après. Et ce qui est représenté ici, c'est les ponts salins pour fermer le circuit. Pont salin, c'est un morceau de papier, en fait, dans ce cas-là. Donc ensuite, il fallait brancher le voltmètre. Donc la borne plus, ici, au cuivre orange, et la borne moins, de l'autre côté, au zinc. Et ensuite, on plaçait une DEL dans le sens où l'intensité va. Elle ne marche que dans un sens. Et la DEL, la petite flèche, ça veut dire que la DEL émet une lumière. Et l'ampèremètre ici permettait de mesurer l'intensité dans le circuit. Donc, on trouve, enfin, si on fait l'expérience, on trouve qu'on a une tension à vide à peu près 3,1 volts. Alors, tension à vide, qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis? La tension, c'est ce qui est mesuré par le voltmètre. Mais à vide, on n'est pas dans le vide. Là, il y a des solutions, il y a des béchers, il y a la pression atmosphérique. Alors, une tension à vide, vous n'avez pas d'idée? Sans être lié à la diode, c'est ça. Donc, en fait, ici, le circuit n'est pas fermé. Donc, c'est avant qu'on branche la diode. Donc là, on a ouvert le circuit, on n'a pas relié la diode et on a uniquement la pile sans rien au milieu. C'est-à-dire la pile ne peut pas débiter du courant, elle ne peut pas fonctionner. On a juste la valeur avant d'avoir branché la diode. Donc 3,1 volts comparé à la valeur théorique attendue. La valeur théorique, rappelez-vous, c'était 3,3. Et donc, on a une valeur qui est relativement comparable. Alors, sur les 20 années où j'ai fait la manip, à peu près, j'ai jamais vu 3,3 volts. Hein. Ça tournait entre 3 et 3,2. C'est pour ça que j'ai pris une valeur moyenne. On n'a jamais réussi à avoir 3,3. En fait, les bouts de papier, là, imbibés de solution, c'est
de mauvais conducteurs, donc on n'est pas dans des conditions très favorables pour avoir la valeur maximum théorique. C'est pour ça qu'on avait une valeur un peu plus faible. Donc, question 8. Cette fois, on a branché la diode. Lorsque la pile alimente la DEL, la tension aux bornes U, ce qu'on mesure au voltmètre, elle est plus faible que la tension à vide à cause de la résistance interne. Ça, c'est la formule qu'on vous donnait dans l'encadré ici. Lorsque la pile débite, vous avez cette valeur-là, U égale E moins RI. Donc, on va utiliser cette formule-là, U égale E moins RI. Et le but, c'est de trouver la valeur de la résistance. Donc, pour avoir la valeur de R, sachant que U égale 1,1 volt, quand ça débite, le E, c'est 3,1, c'est la valeur à vide qu'on avait ici, et l'intensité I, 1 mA. Donc, pour avoir la résistance, il suffit de modifier un peu l'équation. R égale E moins U sur I. En fait, on a fait passer RI de l'autre côté, on divise par I. Et pour faire l'application numérique, par contre, il faut faire attention à mettre l'intensité dans la bonne unité, c'est-à-dire en ampères. Là, on vous donnait 1 mA. Cette formule, U égale E moins RI, elle est valable si les tensions sont en volts, l'intensité en ampères et la résistance en ohms. Donc, il fallait ici penser à diviser par 1,10-3 et ça vous fait de l'ordre de 2000. Donc, c'est une résistance qui est importante. Ça veut dire que le courant a du mal à passer, comme j'ai dit, à cause des papiers qui ne sont pas les meilleurs conducteurs possibles. On a une valeur de résistance du circuit qui est importante. Alors, la question la plus difficile, c'était la 9. Calculer la capacité de la pile, c'est-à-dire la charge maximale récupérable quand le réactif limitant aura été épuisé. Alors, Corentin pose une question. Je n'ai pas compris comment fonctionnent les ponts salins. Alors, je remonte. Alors, je réponds. Comment fonctionne le pont salin? Alors, pour que le circuit électrique soit considéré comme fermé, il faut que, globalement, les charges puissent faire tout le tour. D'accord? Donc, les électrons, ce sont des charges négatives. Ils vont pouvoir être créés ici et faire tout le circuit. Par contre, les électrons ne peuvent pas passer en solution. Donc, il n'y a rien qui pourrait continuer à faire passer des charges négatives dans le même sens. Mais ce qui est négatif dans le circuit, ce sont les ions SO4-, les ions sulfate qui sont des deux côtés dans les deux béchers. Eh bien, les ions SO4-, ils vont partir, puisque les charges moins, elles font ce circuit. Les ions SO4-, ils vont faire ce circuit dans le pont salin. Alors, plus précisément, le pont salin, ça ne va pas permettre que les ions sulfate fassent tout le tour, mais le pont salin, il est imbibé aussi d'anions et de cations. Donc, on vous dit, c'est une solution de chlorure de potassium, le pont salin. Le chlorure de potassium, c'est K+, plus Cl-. Donc, dans le pont salin, vous avez des cations K+, qui vont aller à l'envers, ils vont aller dans ce sens, et les ions Cl-, eux, ils vont continuer à passer vers là, dans le même sens que les électrons, en fait. Et donc, le pont salin,
il permet que le circuit soit fermé. Normalement, un circuit électrique, il n'y a pas des liquides. Un circuit électrique, vous avez des fils, des résistances, des condensateurs, etc. Là, le fait d'avoir des liquides, il fallait que les charges puissent passer dans les solutions et puis aussi dans le papier. C'est bon, Corentin? D'accord. Donc, je continue. Donc, la question la plus difficile, calculer la capacité de la pile, c'est-à-dire la charge récupérable. Alors, attention, la capacité, ce n'est pas une valeur en farad, là. Hein. La capacité, c'est bien une charge. Et une charge, c'est exprimé en coulomb. Donc, il faut une valeur en coulomb. Alors, pour pouvoir répondre, la première chose à faire, c'est trouver la réaction qui avait lieu. La réaction qui avait lieu, c'est celle qu'on a dit tout à l'heure. Zn solide plus Cu2+, donne les autres espèces. Donc, il faut identifier le réactif limitant. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'électrode de zinc, c'est un solide, donc très condensé, il y a énormément de matière. Par rapport à une solution qui contient des ions Cu2+, on vous disait à 0,5 mol par litre, c'est pas beaucoup. Donc 0,5 mol par litre, 50 millilitres, ça va être épuisé bien avant d'épuiser le zinc. Donc le réactif limitant, ce sera Cu2+, dans cette réaction. Donc le but, c'est de savoir la charge qui va passer dans le circuit avant qu'on ait épuisé les solutions Cu2+. Alors, quelle est la quantité de matière Cu2+ présente dans un bécher? Dans un bécher, vous avez la formule que vous connaissez, N égale C fois V. Donc, la quantité d'ion cuivre, le nombre de moles de cuivre, c'est la concentration fois le volume. Alors, quel volume? Est-ce que c'est le volume de un bécher ou est-ce que c'est la somme des 3 volumes? Donc, soit c'est 50 millilitres pour un bécher, soit c'est 150 millilitres si on considère les 3 béchers. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que dans la formule, la quantité de matière, donc cuivre, il faut considérer un bécher de 50 ou bien les 3 béchers de 150? Qu'est-ce que vous répondez? Un seul, Théo? C'est ça, c'est la bonne réponse. Parce qu'en fait, si dans un bécher, on épuise la quantité de Cu2+, la réaction ne pourra plus avoir lieu. Et normalement, dans les 3 béchers, ça va s'épuiser en même temps. Et donc, le volume à considérer, c'est V égale 50. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est la charge récupérable. Donc, il faut savoir quand Cu2+ va être épuisé, combien d'électrons seront passés dans le circuit. Donc, la réaction qui concerne le cuivre, ce qu'on avait écrit avant, elle était là. Cu2+ libère, enfin réagit avec 2 électrons. Donc, si on connaît le nombre de moles de cuivre, le nombre de moles d'électrons, ça va être 2 fois plus. Donc, le nombre de moles d'électrons, ce sera 2 fois plus. J'ai juste multiplié par 2 avec la concentration et le volume de 1 bécher. Donc, comment je peux savoir la charge d'un certain nombre d'électrons? On utilise la formule qui s'appelle le Faraday. Le Faraday, c'est la charge de 1 mol d'électrons. En fait, pour avoir la valeur de 96 500,
il faut multiplier le nombre d'Avogadro, le nombre qu'il y a dans une mole, et puis la charge de un seul électron, 1,6 10-19. Donc si vous faites le calcul directement, vous ne trouverez pas tout à fait pareil, mais si on prend davantage de chiffres significatifs, à la fois pour Avogadro et puis pour E, on arrive à peu près à cette valeur. Donc c'est cette valeur qui est prise d'habitude en exercice. Donc la réponse, la capacité de la pile, la charge maximale récupérable, la charge maximale récupérable, on doit multiplier la formule qu'on avait, c'est le nombre de moles, ça c'est le nombre de moles d'électrons, on multiplie par le Faraday qui est la charge de 1 mole d'électrons. Donc, dans la formule, 2 fois 0,5 c'est la concentration, le volume V c'est 50 millilitres, donc 50 10-3 litres, et le Faraday 96 500. Donc quand vous faites le calcul, ça vous donne à peu près 4800 coulombs. Donc la pile, au maximum, on peut récupérer une charge de 4800 coulombs. Alors la pile Volta, elle a été inventée dans les années 1800 à peu près, ce que vous avez vu dans l'introduction, ici en 1800. Alessandro Volta, il avait une pile qui faisait 1 volt et en superposant à peu près 70 plaques de cuivre zinc, il a récupéré à faire à peu près 70 volts. Hein, puisqu'on a vu qu'une pile, c'était à peu près 1 volt. Donc nous, en théorie, on a fait 3 piles. Volta, lui, il en avait mis 70. Et il a réussi à faire une électrolyse de l'eau et en isolant du dihydrogène. Ce dihydrogène, ensuite, il a fait exploser devant Napoléon, l'empereur, qui a été impressionné et qui s'est dit l'hydrogène, ce serait bien pour faire la guerre parce que ça fait des explosions. Sauf qu'il ne s'était pas rendu compte à l'époque que pour stocker le dihydrogène, c'était extrêmement compliqué. D'ailleurs, les voitures piles à combustible, actuellement, il y en a très peu parce qu'on n'arrive pas à stocker le dihydrogène. Il faut le fabriquer et le consommer de suite, sinon c'est trop dangereux. Donc la question de la conclusion, c'était est-ce que la pile Volta qui a été inventée en 1800, elle avait un avenir? Est-ce qu'on aurait pu s'en servir? Alors déjà, le fait que ce soit une pile en phase aqueuse, ici, déjà c'est très compliqué à transporter. Parce que dès que vous allez un peu bousculer, il y a tous les béchers qui se renversent. Et du coup, on en met partout et ça ne marche plus. Ensuite, le pont salin qui est humide, s'il sèche, ça ne marche plus. Allumer une LED, c'était bien, mais ça ne pouvait pas être utile rien que pour lire un livre. Donc, il aurait fallu en mettre peut-être une trentaine pour réussir à récupérer de la lumière. Donc déjà, de par sa fabrication, cette pile, elle n'est pas pratique du tout. Alors maintenant, je vous demandais d'essayer de calculer une puissance pour voir si vous pourriez charger votre téléphone portable, puisque c'est l'outil que vous avez en permanence. Donc, il fallait calculer la puissance que vous pouviez récupérer. Alors, comment on trouve la formule de la puissance? Ça, vous avez dû le voir en électricité, la puissance électrique du circuit. Vous me l'écrivez. P égale U fois I. Donc, OK, je vois qu'en physique, vous l'avez vu. Donc, ensuite, il fallait calculer la puissance pour charger un téléphone portable. Alors, allez-y, faites l'application numérique. Combien on trouvait pour le téléphone portable?
Donc la tension U égale 5 et l'intensité c'est 0,5. Donc quand vous faites l'application numérique, c'est plus facile de répondre en millivolts. Je crois que là, ça fait 2,5 watts, pardon, en watts. Donc quand on fait l'application numérique, la puissance pour charger un téléphone portable, il faut 2500 milliwatts, c'est-à-dire 2,5 watts. Et vous savez que des fois, pour charger un portable, c'est un peu long. Imaginez si on utilisait la pile Volta qui fait seulement, là j'ai pris les valeurs de l'expérience, qui fait à peu près 1000 fois moins que ce qu'il y a besoin pour charger le téléphone. Donc au lieu de charger le téléphone en 2 heures, vous mettriez peut-être 2 jours. Donc conclusion, cette pile, elle est complètement obsolète. On ne pourrait pas s'en servir pour un téléphone portable, et pourtant un téléphone portable, c'est une des choses qui consomme le moins d'énergie. Et donc, on n'utilise plus du tout cette pile-là. On utilise plutôt les piles solides, les piles Daniel, on appelle, qui sont cylindriques et que vous avez sûrement chez vous. Il y a plusieurs diamètres pour plusieurs puissances. Est-ce que vous avez des questions? Là, on a fini ce TP.